Bonjour, je vous présente cet ouvrage de Vladimir Jankélévitch, Henri Bergson. Le bergsonisme est une théorie de la recherche qui se confond avec la recherche elle-même. Méditation sur les choses. La philosophie de la vie épouse la courbe sinueuse du réel. La vie ne suppose que la vie. La méthode est le vrai savoir. Le véritable fait est le fait de durer. La mémoire est une durée intérieure à soi. Notre personne est un monde où rien ne se perd. Chaque émotion est une richesse, alluvion de l'expérience de la personne. Le devenir est altération, le même devenant autre, et le devenir sera la naturelle dimension de cette profondeur. La philosophie n'est plus comme chez Platon, un macrocosme, mais une creusée souterraine et un approfondissement intense des réalités. L'intelligence est la pensée des éléments. La philosophie ne serait qu'un ars combinatoria, un réarrangement amusant d'éléments déjà connus. L'intelligence, dit Bergson, regarde éternellement en arrière. Le retard constitue son infirmité naturelle. Les symboles avec lesquels elle travaille sont toujours postérieurs à l'événement, illusion de rétrospectivité. Importance de la copule, phrase naissante. Il y a un phénomène de polarisation intérieure que le roi compare à la division cellulaire. Si nous renoncions une bonne fois à regarder derrière nous, nous verrions le souvenir accompagner à tout moment la perception comme une réalité originale. La vie rayonnait encore organisée qui la rétrécisse plus qu'elle ne l'exprime. L'illusion rétrospective est une fiction. C'est l'idole par excellence et nous empêche de nous connaître nous-mêmes. L'acte d'intuition dissout le paradoxe surgissant et met fin à la crise. Pour aller du centre à la périphérie, il n'y aura pas lieu d'ajouter mais de retrancher. Qui peut le plus, peut le moins. Spinoza et Berkeley, vivant en d'autres circonstances, auraient écrit d'autres œuvres, formulé d'autres thèses que celles que nous connaissons, mais le spinozisme ou le berkeleyisme aurait existé. Une pensée qui fonctionne à l'envers, à partir de la périphérie, se place en état d'infériorité permanente. Elle est continuellement embarrassée et errante. Comment cet alphabet misérable peut exprimer des pensées profondes et des inflexions de sentiments. Par l'expérience intérieure, Bergson réhabilite le matérialisme. Il n'y a pas d'ordre possible dans l'univers matérialiste, seules des coïncidences dont un hasard inouï. Nous expérimentons entre le possible et l'acte, entre le germe et l'organisme, entre l'intention et le geste libre, toute l'anxiété de la recherche et de la création. La méthode bergsonienne est perpétuellement contemporaine. Du progrès vital, mouvement qui, sans rien anticiper, suppose néanmoins une certaine préexistence spirituelle. L'acte libre de Pascal. Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé. L'unique juridiction du philosophe est l'expérience intérieure. Le philosophe est acteur et non spectateur. Henri Poincaré et Leroy ont montré que le fait est moins le donné que l'œuvre idéale de l'esprit, effectif contre fictif. La distinction du réel et du symbole se ramène en somme à la distinction de l'immédiat et du média. Le bergsonisme est un nominalisme déclaré, affinité avec Berkeley. Il exclut le fantôme d'une manière occulte ou neutre, sans rapport avec notre conscience. Il y a intuition que de choses perçues ou perceptibles. Seules les expériences vécues se comprennent par elles-mêmes. L'homme est une temporalité ambulante. Le temps est le grand guérisseur. Il cicatrise les blessures, fluidifie et pacifie. L'image de la gerbe est partout chez Bergson. Passage continuel de l'un au multiple, épanouissement progressif d'une identité qui mûrit en pluralité. La métaphysique, par d'éternel maintenant, il ne faut pas ajouter mais retrancher, s'absenter de soi et s'éparpiller parmi les concepts. Véritable phénomène d'endosmose mentale, un échange de substances entre le temps et l'espace. Bergson dénonce la contamination de l'esprit par l'extériorité. C'est un kantisme retourné. Il y a de la conscience partout, ce sont vraiment les événements qui nous arrivent. Ce n'est pas nous qui leur arrivons. Montaigne, je ne peins pas l'être, je peins le passage.
La discussion tire sa seule valeur du but qu'elle médiatise. Tout le livre de Durée et simultanéité de Bergson est consacré à montrer que l'intuition immédiate du temps nous fournit un système de référence naturel et absolu, et que la croyance au temps universel est philosophiquement fondée. Chacun de nous possède une durée, c'est égal à une conscience, et la réciprocité universelle se détruit elle-même et restaure le temps absolu. L'intuitionnisme est la vraie métaphysique de l'esprit, et l'intuition le vrai centre du monde. Personne s'est évertué à montrer que le mouvement est l'intermédiaire grâce auquel la durée devient mesurable, c'est-à-dire extensive. Le temps est consubstantiel à toute épaisseur de l'être, il est la seule essence d'un être dont toute l'essence est de changer. L'homme est toute liberté comme il est tout devenant. Le bergsonisme n'est pas une philosophie de l'indifférence. L'acte libre apparaît comme un acte inspiré, inspiré par le génie de ma personne, par ce fort intime qu'Eckhart appelait la petite étincelle. Long à passer, vite passé, tel est le temps, tel le mouvement. Rétrospectivement, l'action s'effrite en instant, il n'y a que l'événement qui compte. L'homme est plongé dans la liberté comme il est de la tête aux pieds, immergé dans le devenir. La liberté est son milieu vital. Je suis tout entier dans mon acte, et tout entier encore dans les motifs qui le causent. L'acte libre, qui émane de la personne totale, est l'œuvre non pas d'une âme partagée, mais de l'âme tout entière. Un acte libre est un acte significatif. Mon corps n'est d'abord qu'un centre d'action. Le cerveau, avec ses mécanismes dilatoires, est organe de choix et d'abstention. Sa fonction est le délai, Balthazar Gracian. Rancune ou ravissement. La possibilité de prévoir les lointaines échéances nous évite la promptitude des impromptus et des improvisations affolantes. Le cerveau est une sorte de bureau téléphonique central dont le rôle est de donner la communication ou de la faire entendre. Attendre. Un commutateur. L'oubli chez l'aphasique affecte des catégories et non des mots. Le cerveau est l'organe de l'âme, l'instrument dont on se sert pour pénétrer dans les choses. Le cerveau est fait pour dépasser les excitations et l'esprit dépasse infiniment le cerveau. L'esprit se dépasse lui-même sans repos car il est infiniment infini. La perception ment et la science n'est que le système bien lié de ses mensonges. C'est ainsi que l'idéalisme cérébral traîne le scepticisme après soi. L'idéalisme classique absorbe l'objet et le nouveau réalisme le laisserait dans l'univers des choses connaissables. La lumière est le symbole même de l'omniprésence et de l'ubiquité. Le bergsonisme est une espèce d'effort pour dissocier le donné immédiat des suggestions, de l'habitude et de l'association. C'est un perceptionnisme renversé. L'idée sensible est devenue pure dehors. Le principe du centralisme bergsonien, c'est qu'il y a infiniment plus dans le sens que dans les signes, dans la pensée que dans la perception. Bergson parle souvent de la verticalité, la pénétrance est profonde pour saisir le volume spirituel des choses. Comprendre, ce n'est pas seulement intelligere, lire par le dedans, mais comprehender. Comprehender, embrasser dans toutes les dimensions, contracté dans un acte simple d'intuition. Chez Leibniz, toutes les monades sont immanentes à chacune. Il y a une véritable spiritualité dont la durée vécue est dépositaire, et il y a un maquillage de l'esprit qui est l'œuvre du langage, de l'espace et des divers symbolismes sociaux. L'immédiat est avant tout le pur. Pour Bergson, la philosophie du rire, le comique, est tout simplement la conscience que nous prenons d'une confusion maladroite entre le plan du rêve et le plan de la gesticulation motrice. Les rêveurs ne seraient pas risibles dans un monde rêvé, les automates dans un univers entièrement mécanique. Le rire s'attache toujours à la relation de deux plans brouillés. Chaque plan pris à part est sérieux et vrai. La vie travaille à sa propre perte dans l'acte même par lequel elle s'affirme. Ceux qui se souviennent trop ignoreront toujours l'innocence de la vie, et ceux qui savent renoncer à leur mémoire se retrouveront eux-mêmes et en eux-mêmes la réalité. L'essai de Bergson nous enseigne que la conscience la plus riche est celle qui, grosse de tout son passé, se remplit en quelque sorte d'elle-même, loin de renoncer à la moindre partie de son capital spirituel. L'art, de son côté, a bien pour mission d'éterniser pour nos yeux le spectacle des formes pures. L'intellection est perpétuellement de plein pied avec les choses. Elle est contemporaine de ces objets. Une conscience, une science profonde ne va pas sans une grande
innocence. La finalité véritable est immanente et a pour source le vouloir. Le vouloir seul est premier. Il est comparable à la lanterne magique. La finalité de la vie s'explique comme le mouvement, comme la liberté par un acte centrifuge, qui est l'acte même d'organisation. Bergson précise que l'évolution créatrice est pluridimensionnelle, à plusieurs voies. C'est un devoir riche, varié et imprévu, où l'on reconnaît les mêmes plans superposés, la même organisation en profondeur que dans l'effort intellectuel. La vie va de l'étroit au large, de l'enveloppé à l'élargi, du possible au réel, centrifuge et rayonnant. Processus de déploiement ou le développement de l'évolution, diversité foncière des espèces. Bergson souligne la pluralité du réel. Les différentes espèces, dit Schopenhauer, sont comme autant de variations sur le thème de la chose en soi. L'évolution n'est pas cyclique, c'est la matière seule qui circularise. Leibniz disait que la perspective seule change. L'expansion est la loi de la vie. L'instinct est la vie même, Plotin, la simplicité souveraine de l'intention vitale. L'instinct n'improvise pas. Il est prophétie et réminiscence tendue vers l'avenir. Il reste rivé au passé. L'instinct livré à soi est aveugle. Unilatéralité de l'instinct, Bourdac. L'instinct occupe la place de l'esprit quand il marche dans le même sens que la vitalité. Bergson répète que si l'intelligence se bornait au monde des solides géométriques, son ambition irait de succès en succès. Bergson appelle fascination cette action en retour par laquelle la matière détruit l'œuvre de l'élan vital. Le lapsus fait rire car il est une victoire fortuite de la pesanteur, un relâchement imperceptible. Si la matière prévalait absolument, elle provoquerait une dissolution, encore un mouvement. L'individu ne se réalise complètement que dans sa descendance. L'individu ne se réalise que dans la société. Nous admirons combien l'absolu est proche de nous-mêmes, semblable à nous-mêmes. L'absolu est un mystère qui se réalise à tout moment, en chacun de nous. Goethe, apprendre à croire à la simplicité, renonçant ainsi à l'idole d'un absolu lointain, car le lointain est en nous. L'intelligence n'a pas été faite pour entraver les desseins de la nature, mais pour les seconder, pour les rendre plus efficaces, un service de la vie. L'éthique de Bergson n'est pas à l'usage des tièdes. La critique des idées de désordre et de néant est la clé du bergsonisme. Sa théorie de l'effort intellect signifie qu'à partir de rien, on ne comprend rien, et que la pensée est, pour ainsi dire, prisonnière de sa propre plénitude, préexistence spirituelle. Socrate, celui qui énonce le néant, n'énonce rien du tout. Il n'y a de réel que l'ordre. Dans la plénitude infinie de mon passé, de quoi prendre parti là où tout m'est égal, illusion du néant. L'instant n'est qu'un arrêt virtuel, il n'est rien. Bergson, nominaliste du virtuel où durée, mouvement, tendance peuvent faire l'objet de connaissances particulières, bien qu'extralogiques. L'essentiel pour la philosophie de l'évolution créatrice est d'être tout ce que l'on peut être. C'est l'idolâtrie finaliste et elle seule qui est à rejeter. La vie a une mission qui est d'insérer de la liberté dans la matière. Cette vocation oppose à Spinoza l'idée de l'évolution orientée. Il s'accomplit, le bergsonisme, dans une folle et fervente espérance, et non dans un amour intellectuel de Dieu. Nécessité veut dire plénitude chez Spinoza et Bergson. Joseph de Maistre, où mène la route? Ne demande pas, marche, s'écrie Nietzsche à la réponse de Maistre. On ne sait que répondre, mais on marche. Henri Bergson annonce que la sagesse est l'esprit de simplicité, nous conviant à la pénitence et à l'austérité en expiant le luxe né des techniques, sobriété et voie purgative de la pauvreté, comme Léon Tolstoï. Bergson était simple et gai. Quiétude du devenir et ivresse de la liberté, la durée sage et la minute heureuse, la paix de ce soir et la joie de ce matin. Le rapport entre Bergson et le judaïsme porte tout entier sur la conjonction « et ». Le judaïsme, c'est la loi. Le prophétisme, c'est le talmudisme et la spiritualité hassidique. Après l'expulsion du paradis, voici le crime de Caïn, puis le déluge, la confusion de Babel, l'historicité du drame de la désobéissance. L'histoire est une éternité déchue, dégénérée. Les prophètes s'expriment au futur, vision d'un futur donné à l'avance, lecture avant la lettre, caractère ineffable du message qui rend nécessaire les métaphores et les mythes.
Le Dieu bergsonien est le divin dans la continuation actuelle de l'élan qui fait s'épanouir la gerbe des organismes et des espèces. Personne ne nous dit pas la tâche de l'homme, mais soyez vous-même, mettez-vous tout entier dans vos actes et devenez ce que vous êtes, qui que vous soyez, immanence. Demandez à une volonté de se mettre tout entière dans sa décision, souci de culture esthétisant personnelle et de vie intérieure. Spinoza avait renversé la méditation platonicienne de la mort en méditation de la vie. Pour Bergson, l'éternité de vie, qui est un devenir infini, supplante l'éternité de mort, qui est négativité intemporelle. Dans la Bible, comme chez Bergson, le rapport de l'homme au temps est un rapport affirmatif. L'homme dit oui à la nature et à la société, oui au monde physique, oui à ses frères et ses sœurs créatures. Ce qui est bergsonien, c'est l'esprit d'ouverture, c'est l'intention d'ouvrir qui compte. Les prophètes fustigent la phéonexie qui développe frénétiquement l'hypertrophie de l'avoir et alourdit les surcharges du luxe. Le propriétaire dépossédé de ses possessions, allégé de toute appartenance inessentielle ou parasitaire, est convié à la profondeur. Le frivole oublie ses bijoux, sa vaisselle d'or et son argenterie de luxe pour écouter la voix plus profonde et plus austère de son fort intérieur. Cette voix d'un cœur simple, détaché, essentialisé, nous parle de l'indivisible, l'invisible unité et du divin mystère qui se cache sous les apparences multicolores. Elle nous met en garde contre la déception dont Salomon, victime des pierres précieuses et du pouvoir, en est en quelque sorte le symbole. Aristote ou Cicéron, le sérieux est celui qui désire de toute son âme. Bergson, la sagesse est d'agir en homme de pensée et de penser en homme d'action, à la fois gnostique et drastique, la sagesse comme la poésie unit en elle-même le savoir et le faire. Le héros ne fait pas de conférence sur l'héroïsme. La philosophie de l'immédiat est au sens littéraire une philosophie positive, une philosophie qui dit oui, oui à la vie, à l'être et à Dieu. C'est le oui qui va de soi, dans l'amour, dans le rapport transitif entre le jeu avec son autre, l'intuition et l'action trouvent enfin leur synthèse. Vladimir Jankélévitch, Henri Bergson. Merci.